Bonjour à tous. La question qu'on peut se poser d'emblée, avant d'aborder la question de la chimie proprement dite dans l'agriculture, c'est quelle agriculture voulons-nous? La première chose qu'on constate en fait dans la situation actuelle, c'est qu'il y a une fracture entre les citadins, la compréhension qu'ont les citadins de l'agriculture et les pratiques des agriculteurs eux-mêmes. Alors, je vous ai illustré ce propos par deux images un petit peu symboliques, si je peux dire. Sur la droite, une image de Martine à la ferme, qui est un peu la vision que peuvent avoir les citadins de l'agriculture, c'est-à-dire une vision très bucolique, un peu ancienne, très sympathique. Et puis une réalité plus concrète qui est celle des agriculteurs, de leur travail de tous les jours, où j'ai illustré donc avec un paysage de grande culture, un tracteur, un système d'irrigation. Voilà, donc il y a une sorte de fracture entre ces deux visions, ces deux mondes, qui est lié, je pense, en grande partie au fait que la population agricole en France a considérablement diminué. En l'espace de 40 ans, elle a été divisée par 4, hein, donc ce qui est quand même colossal en très peu de temps. Et on a de moins en moins de liens entre la population urbaine et la population agricole. Alors, il en ressort tout un tas de biais, de manque d'information, voire de fake news, comme on dit maintenant, d'une certaine incompréhension, de l'ignorance, voire du rejet de certaines pratiques agricoles. Alors, qu'attendent les citadins? On peut le résumer en 3 points. D'une part, une agriculture d'autrefois. Hein, c'était mieux avant, voilà. On oublie la difficulté, la pénibilité du travail des champs il y a encore quelques années. Et notamment, voilà, c'est une image qui fait référence à la fin du 19e siècle, début du 20e siècle, où les travaux des champs étaient assurés en grande partie d'ailleurs par les femmes et les enfants. Et donc on voit que c'est un système qui ne peut pas fonctionner, enfin actuellement qui ne serait plus du tout accepté. Deuxième vision qu'on peut avoir, c'est l'agriculture qui est en fait une sorte de don d'une nature immanente qui nous fournit les aliments de manière naturelle, sans aucune ou sans très peu d'activité humaine. Et puis la troisième, c'est une agriculture un peu rêvée, qui est une agriculture imaginée, idéalisée, une sorte de paradis perdu. Voilà, donc ça, sont un peu les visions qu'on peut avoir dans le monde citadin de la vie agricole. Tout ça, c'est conforté par un certain nombre d'idées reçues qui sont dans l'esprit des urbains. C'est le fait que les agriculteurs doivent avoir des petites unités, des petits équipements. Alors, il y a une phrase qui résume tout ça, qui est Small is beautiful, et on le voit bien notamment dans le débat qu'il y a ou qu'il y a eu, puisque maintenant elle est fermée, sur la ferme des 1000 vaches. Où, pour tout le monde, enfin pour le commun des urbains, avoir 1000 vaches, ça paraît énorme, alors qu'on peut avoir des unités, ne serait-ce qu'en Allemagne, à plusieurs dizaines de milliers de vaches. Une agriculture qui ne serait pas spécialisée aussi, c'est-à-dire que l'agriculteur doit avoir des animaux, alors des veaux, des vaches, des cochons, des couvées, peu importe, mais une agriculture sans animaux, ça paraît curieux pour les urbains. Ensuite, le fait qu'on doit se référer à des races anciennes ou à des semences, des variétés anciennes, locales. Alors, on ne sait pas très bien tout ce qu'il y a derrière tout ça, mais l'idée, c'est ça, c'est une sorte de retour vers un passé un peu idéalisé. Alors, bien évidemment, tout ça, ça doit se faire sans chimie. Et quand on dit sans chimie, on parle majoritairement de la chimie de synthèse. C'est un travail qui doit se faire en harmonie avec la nature, mais la question se pose, c'est quelle nature, hein? La nature, il n'y a pas que des aspects positifs dans la nature, et donc il faut trouver cet équilibre. Ensuite, ce que les gens attendent aussi, alors on en parle beaucoup en ce moment avec la crise sanitaire, c'est la vente locale des productions, hein, c'est-à-dire pouvoir s'approvisionner localement. Or, on sait que de moins en moins c'est exact et que les approvisionnements sont de plus en plus mondialisés. Juste pour vous donner un chiffre, 4% des consommateurs
s'approvisionnent dans les marchés. Et enfin, c'est de demander à une agriculture un entretien des paysages avec un lien avec le tourisme, bien évidemment, qui doit être assuré par l'agriculteur. Ce qui est rejeté par les communautés urbaines, c'est l'agro-industrie. Alors, dans l'agro-industrie, on ne sait pas toujours très bien ce qu'on met, mais il faut savoir que 80% des aliments que l'on consomme sont des aliments qui sont transformés, qui sont passés dans des industries de transformation, hein, que ce soit des industries meunières, que ce soit la viticulture, que ce soit les industries de transformation des aliments d'une manière générale. Bien évidemment, je l'ai dit, pas de chimie de synthèse, pas d'irrigation ou très peu. On voit toutes les polémiques qu'il y a sur l'irrigation, sur la construction de nouveaux barrages, etc., de nouveaux bassins de rétention. On voit qu'il y a beaucoup de réticence de nos populations par rapport aux techniques d'irrigation. Bien évidemment, pas de nouvelles variétés, hein, c'est ce qui est rejeté. Alors, ne parlons pas des OGM qui là sont définitivement au nid, mais ça inclut aussi maintenant les nouvelles technologies de sélection qui sont aussi rejetées d'une manière générale par les populations. Ensuite, l'élevage industriel qui est là aussi remis en question. D'une manière plus générale, c'est le rejet de l'innovation en agriculture, c'est-à-dire on revient à toujours cette idée de base, c'est que l'agriculture doit être basée sur des activités qui avaient lieu il y a quelques années. Et puis tout ça, c'est lié à la malbouffe, hein, c'est-à-dire une association qui est faite entre des modes de production qui sont rejetés et une malbouffe perçue. Et en fait, ça amène un point important, c'est que de plus en plus, on sent que la question de l'agriculture, c'est aussi la question de l'alimentation et c'est aussi la question de l'environnement. Voilà, ces trois volets sont complètement liés maintenant dans l'esprit des citoyens. Alors, l'agriculture réelle, qu'est-ce qu'on lui a demandé? On lui a demandé au sortir de la Seconde Guerre mondiale de nourrir la population, hein, puisque voilà, il y avait des problèmes d'approvisionnement alimentaire. Et puis, on lui a demandé après de vendre cette production, si possible à l'exportation. Et enfin, on a demandé d'avoir une alimentation, une offre alimentaire très diversifiée. Alors, je crois que ces trois points-là ont été bien remplis par l'agriculture française, puisque c'est devenu une agriculture exportatrice dans un marché alimentaire mondial, hein, qu'on peut ne pas accepter, mais c'est la réalité. Ensuite, le besoin d'augmenter la production alimentaire mondiale, ça c'est une nécessité qui est réclamée par les instances internationales et la FAO demande par exemple que la production mondiale alimentaire augmente de 70% dans les années à venir. On a aussi une réduction des terres cultivables, soit par l'urbanisation, soit par l'artificialisation des sols essentiellement, ou soit par l'abandon de terres difficiles à exploiter. Et en fait, on a actuellement 2000 m² de terres cultivables par habitant, alors qu'il y a encore quelques années, on en avait 4000. Donc, on voit que la surface cultivée par habitant sur la planète est en réduction. Des exigences croissantes et légitimes hein, en termes de qualité et de sécurité, avec une traçabilité des aliments qui est exigée, et ce qui est tout à fait légitime. Le désir de moins de pénibilité, ça c'est une demande pour les agriculteurs, c'est que les agriculteurs, ce sont des gens comme vous et moi qui souhaitent avoir des loisirs, des vacances, etc. Donc il y a aussi un souhait d'amélioration de leurs conditions de vie. Et puis c'est une agriculture qui fait de plus en plus appel aux technologies de pointe et notamment tout ce qui a trait à la digitalisation, à l'informatique, etc. L'agriculture moderne productive, c'est aussi une agriculture scientifique qui fait appel à des sciences de base, hein, que sont la chimie, la physique, la biologie, bien évidemment, mais aussi à des sciences appliquées comme la pédologie, la science des sols, l'hydrologie, la botanique, la zoologie, la microbiologie,
la géographie, l'écologie, la génétique, l'économie, l'informatique, etc. Et on voit que de plus en plus, nos agriculteurs sont des gens qui ont des activités et des connaissances dans tous ces domaines et qui ont besoin de jongler avec tous ces domaines. Donc c'est un métier qui se complexifie et qui devient de plus en plus à la pointe des technologies, si je peux dire. L'agriculture a besoin d'innovation. Elle a besoin d'assurer une production de qualité et à bas coût pour les consommateurs. Et elle a besoin pour ça de supports scientifiques et technologiques pour augmenter sa productivité. Alors, dans ces supports scientifiques et technologiques, il y a bien évidemment de techniques comme la génétique, la fertilisation, l'utilisation des pesticides, le machinisme. Alors, tout ça, c'est souvent remis en cause, mais quand on regarde l'évolution, alors j'ai pris que l'exemple du blé, mais on pourrait prendre d'autres cultures, le rendement moyen annuel du blé en France entre 1815 et 2018, on est resté pendant très longtemps, jusque dans les années 1900, à environ 15 quintaux de blé par hectare. On est actuellement à 70 quintaux en moyenne à peu près. Ce qui est en fait le résultat d'une agronomie beaucoup plus scientifique qui a intégré toutes les connaissances, aussi bien de chimie que de biologie, et qui a permis d'accroître très considérablement ces rendements. Tout ça, ça se traduit aussi par une augmentation au niveau mondial. Ce n'est pas spécifique à la France. C'est au niveau mondial, la production alimentaire a augmenté en valeur de plus de 300% depuis 1970. Alors, l'agriculture française a complètement répondu à ses objectifs d'approvisionnement alimentaire. Elle est exportatrice nette seulement depuis les années 70, donc ce n'est pas si vieux que ça. C'est le 6e exportateur mondial de produits agricoles, en tout cas ce sont les chiffres de 2017. C'est le premier exportateur mondial de semences, la France, on ne le sait pas assez, mais ce n'est pas un très grand pays, mais c'est un grand producteur de semences. Ce sont aussi des grandes entreprises mondiales agroalimentaires, on a en tête des entreprises comme Bonduelle, Bongrain, Danone, etc., qui sont des entreprises agroalimentaires qui ont une ampleur mondiale. L'alimentation dans le revenu des ménages a considérablement baissé, en tout cas en poids financier, puisqu'en 1950, l'alimentation représentait 35% du budget des ménages. Il ne représente plus que 13% en 2018, et ça, c'est lié à la baisse des coûts de production. Le système alimentaire français est pour la 3e année classé comme étant le plus durable au monde. Voilà, on n'est pas souvent les champions du monde, mais là, depuis 3 ans, on a le système alimentaire le plus durable au monde. On est suivi par le Canada et les Pays-Bas, si je ne me trompe pas. Alors, elle a des faiblesses. Bon, voilà, tout n'est pas parfait, loin de là. On a par exemple des déficits en fruits et en légumes, puisque 40%, on ne produit que 40%. Non, pardon, on produit 60% de nos besoins en fruits et légumes, mais donc on a le besoin d'en importer 40%. On a un déficit important en protéines, notamment pour l'alimentation du bétail, puisque vous savez qu'on importe beaucoup de soja, par exemple, et ça, c'est une vraie préoccupation. Ensuite, on a une dépendance assez importante aux agrofournitures extérieures. Donc, je l'ai dit, l'alimentation du bétail avec le soja, le machinisme, on importe plus de machinisme que l'on en exporte. La chimie, la plupart des produits que l'on utilise en agriculture sont produits en dehors du territoire. Et de la même façon, les engrais et l'énergie qui est utilisée en agriculture sont aussi importés de l'étranger. C'est une agriculture, je l'ai dit, qui a des points faibles. Tout n'est pas parfait. On a 5 millions de personnes, un peu plus de 5 millions de personnes qui reçoivent encore une aide alimentaire en France, qui est quand même pas logique dans un pays qui est exportateur de produits alimentaires. On a une préoccupation sur le renouvellement des agriculteurs et le manque de main-d'œuvre. La main-d'œuvre agricole fait défaut et on l'a vu cette année avec la crise liée au Covid-19. En fait, il y avait un besoin de 200 000 emplois en agriculture qu'on n'a pas réussi à satisfaire. Donc, on a une vraie préoccupation concernant la main-d'œuvre en milieu agricole.
Il y a une perte de compétitivité de la France, d'une manière générale, sur ces dernières années. L'agriculture française est moins compétitive qu'elle ne l'a été. Ensuite, on a une préoccupation quant à la biodiversité, hein, puisque ben voilà, c'est un constat. Il y a une régression de la biodiversité dans les espaces agricoles et donc sur le territoire d'une manière générale. Des problèmes de pollution et un certain nombre de crises sanitaires qui préoccupent bien évidemment nos concitoyens. L'agriculture a donc des défis à relever. Le premier, c'est la question de l'autosuffisance alimentaire, avec des fruits et légumes dont on a besoin d'être, sur lesquels on a besoin d'être plus autonome, ce qui n'est pas le cas. Plus d'autonomie sur les protéines à produire. C'est pour ça qu'il y a un plan protéines qui est assez important, assez conséquent, poussé par le gouvernement. Ensuite, l'autonomie des moyens de production, c'est-à-dire essayer de renationaliser, si je peux dire, un certain nombre d'activités sur le marchinisme, sur les fertilisants, sur les pesticides, sur l'énergie, sur les semences. Maintenir les agriculteurs et garder de la main-d'œuvre en milieu agricole. C'est une préoccupation qui n'est pas spécifique à la France, mais au moins à toute l'Europe. Restaurer et gérer la biodiversité, contribuer à la réduction du changement climatique et s'adapter à ce changement climatique. Et on parle beaucoup en ce moment du carbon farming, puisque l'agriculture est une des possibilités de stockage du carbone dans les sols. Une meilleure connaissance de la vie des sols d'une manière générale. Contrairement à ce qu'on pense, on ne sait pas toujours très bien ce qui se passe dans les sols. Et donc, il y a énormément de travaux à engendrer de ce côté-là, de façon à mieux connaître la microbiologie, toutes les questions sur les échanges racinaires, etc. Où là, il y a des travaux importants à conduire. La protection des sols agricoles d'une manière générale, que ce soit vis-à-vis de l'érosion, mais vis-à-vis aussi du maintien de leur fertilité. L'acceptation des innovations qui restent à faire accepter par nos concitoyens. Et puis des défis techniques, notamment un des défis qui se pose, c'est la gestion de l'eau. Alors par rapport à ça, il y a des désirs d'une autre agriculture que celle que l'on a actuellement. Bon, l'agriculture aura besoin d'évoluer, c'est certain. Donc, on parle d'agriculture biologique, on parle d'agroécologie, de permaculture, de biodynamie, d'agroforesterie, d'agriculture urbaine, d'agriculture à haute valeur environnementale, d'agriculture écologiquement intensive, d'agriculture, ce que j'ai appelé LVMH, qui est un mauvais acronyme, on va dire, mais qui en fait traduit une agriculture qui s'orienterait vers des produits de haute qualité. Si on peut prendre quelques exemples, c'est la production du camembert, du cognac, des vins de Bordeaux, du Roquefort, etc. Une agriculture qui apporte de la valeur ajoutée. Et puis, une grosse demande sur l'agriculture, c'est celle du cadre de vie. L'agriculture vécue, c'est-à-dire que l'agriculture est perçue comme un espace ludique et sans nuisance, donc qui travaille sur les paysages, sur les ressources, sur le patrimoine et sur l'esthétique. Et donc tout ça pose la question aujourd'hui d'un nouveau contrat entre la société civile et l'agriculture, et probablement aussi l'alimentation d'ailleurs. Alors de cette fracture entre la vision des concitoyens et les agriculteurs, il résulte une incompréhension réciproque, donc je l'ai dit, qui est liée à l'ignorance d'un certain nombre de réalités, à la méconnaissance de la balance des bénéfices et des risques. On sait que dans toute production humaine, il peut y avoir des risques. Il faut voir les bénéfices en regard, et donc il faut accepter cette balance bénéfice-risque, chose qui a de tendance à plutôt disparaître. Des soupçons croissants sur la qualité et la sécurité des aliments, ce qui est très étonnant puisque je pense qu'on n'a jamais eu une alimentation aussi sûre que celle que l'on a aujourd'hui. Une confusion entretenue par les médias sur l'image actuelle de l'agriculture. Donc, quand on écoute les reportages, on s'aperçoit que c'est souvent des exemples très marginaux qui sont montrés et qui ne correspondent pas à la réalité agricole. Une communication active aussi d'un certain nombre de marchands de peur qui expliquent que tout va très mal, que l'alimentation est catastrophique, qu'on mange mal, etc. Et j'ai repris une phrase de Denis Beauchamp de l'association France Agritwitos, donc une association d'agriculteurs,
Les consommateurs doivent avoir conscience que leurs attentes sociétales doivent être cohérentes avec les dépenses alimentaires et donc le mode de production qu'il implique. Les agriculteurs produiront toujours ce que nous consommons, ce ne sera jamais l'inverse. Et je trouve que c'est assez juste, c'est-à-dire que les agriculteurs, finalement, et c'est là tout l'intérêt de ce contrat, les agriculteurs ne produiront que ce que les consommateurs leur demandent. En conclusion, les agricultures que nous choisirons, elles doivent toujours continuer à nourrir les populations. Et ça pose un certain nombre de questions sur l'autonomie alimentaire, par exemple. Est-ce qu'on continue à exporter? Est-ce qu'on renationalise un certain nombre de productions? Est-ce qu'on peut produire des cultures non alimentaires? Il y a des pays qui ont fait ce choix-là. Le Brésil, par exemple, s'est mis à produire des cultures pour l'éthanol, pour faire rouler les voitures. Donc, c'est un choix, voilà, c'est un choix stratégique. Le développement des espaces naturels. Est-ce qu'on continue à développer les espaces naturels au détriment de surfaces agricoles? La question de l'urbanisation, on perd 19 mètres carrés par seconde en France de terres agricoles à cause de l'urbanisation. Donc, est-ce qu'on continue à ce rythme-là? Donc, toutes ces questions doivent être posées dans le cadre de ce contrat entre agriculture et société civile. Et puis, cette agriculture, elle a besoin de protéger l'environnement pour garantir la durabilité du système de production. Elle doit limiter et s'adapter au réchauffement climatique, je l'ai dit, avec notamment le volet stockage du carbone, et puis la réduction de ses émissions, bien évidemment. Et puis poursuivre les progrès technologiques, y compris les progrès en chimie, sans vouloir retourner au passé. Alors cette amélioration, elle ne se fera pas sans des expertises scientifiques et des innovations publiques et privées. Je vais terminer par cette phrase: il n'y a pas de crise agricole ou alimentaire, il n'y a qu'une crise de l'ignorance. Voilà ce que je voulais vous dire au sujet de quelle agriculture voulons-nous pour demain. Je vous remercie de votre attention.